Aujourd'hui, je vais vous confier une histoire personnelle. Une histoire sur ma chute et sur la manière dont j'ai réagi. J'espère sincèrement que mon expérience pourra résonner en chacun de vous et offrir une leçon précieuse. Je vais raconter cette histoire d'une manière qui, habituellement, me déplaît un peu, en omettant certains détails. Pour diverses raisons, notamment juridiques, je ne peux pas tout dévoiler. Mais l'essence est là. C'est mon histoire, et malgré la douleur qu'elle a engendrée, j'en ai tiré un enseignement si profond qu'il mérite d'être partagé. J'aurais préféré l'apprendre autrement, bien sûr. Mais l'expérience est parfois un professeur brutal. Au cours du mois dernier, j'ai traversé non pas un, mais deux événements profondément traumatisants. Dans les deux cas, au moment où ils se produisaient, je me suis retrouvé dans une situation de risque immense. Quelque chose de très grave aurait pu arriver. Des blessures qui auraient pu changer ma vie, ou même y mettre fin. L'une de ces blessures physiques restera un problème pour moi pendant plusieurs mois. Je suis actuellement sous traitement, et j'espère qu'elle se résorbera. Mais elle a indéniablement bouleversé le rythme de mon quotidien. Évidemment, je ne suis pas morte et je n'ai pas perdu toutes mes capacités, puisque je suis ici, à vous parler. Mais pendant ces quelques secondes critiques, mon corps et mon système nerveux ont réagi comme si une catastrophe imminente était sur le point de se produire. Depuis, j'ai connu toutes les réponses classiques au traumatisme aigu. Des cauchemars, une humeur comme anesthésiée, des changements d'appétit, des crises de panique. Je suis devenue hyper vigilante, constamment à l'affût de mon environnement. J'ai ressenti une perte de sens, un désir profond de solitude. C'est le manuel de base du trauma. Une nuit, j'ai fait un cauchemar si intense que je me suis réveillé en hurlant. Ce n'est pas dans mes habitudes. Heureusement, mon métier de psychologue m'a aidé. J'ai pu analyser la situation, me recentrer, me parler avec bienveillance, me dire que c'était mon système qui évacuait le choc. C'était troublant, mais j'ai réussi à le surmonter. Ce qui est crucial, c'est que dans ces deux situations, c'est ce que l'on appelle la réponse de complaisance qui m'a conduite au danger. Qu'est-ce que la réponse de complaisance, ou phone response en anglais? C'est une adaptation involontaire, un réflexe, face à des situations potentiellement dangereuses. Ce n'est pas un choix conscient. C'est le besoin de plaire à tout prix, de s'accommoder, de ne pas faire de vagues. Nous le faisons pour nous sentir en sécurité, comme toutes les réponses au trauma. Avec le temps, ce comportement s'ancre en nous et devient notre réflexe par défaut. La simple idée de ne pas être complaisant devient source d'une anxiété insupportable. Beaucoup d'entre nous ont appris cette réponse dans l'enfance. Pour survivre, nous devions rester proches de l'abuseur ou de la personne qui nous invalidait. Nous devions être de bons enfants, apaisants, dociles, pour nous protéger. Nous ne nous éloignions pas des situations inconfortables. Tout cela était câblé dans notre cerveau pour assurer notre sécurité. Alors, devenus adultes, nous continuons. Nous sourions quand nous n'en avons pas envie. Nous faisons ce câlin que nous ne voulons pas donner. Nous nous assurons de ne pas prendre trop de place. Nous voulons être perçus comme des personnes faciles, agréables, jamais un fardeau. Nous supportons des conversations qui nous dévalorisent, des commentaires intrusifs, ou nous faisons des choses contre notre gré. Ce n'est pas de la codépendance. C'est un mécanisme de sécurité profondément ancré. Et dans ces deux circonstances récentes, j'ai été complaisante. J'ai cédé sur des points où j'aurais dû tenir bon. Je n'avais pas envie de faire certaines choses, mais j'ai suivi le mouvement. Je suis allé dans des endroits où je ne me sentais pas en sécurité. Et puis, le drame est arrivé. 2 fois. Mais l'expérience m'a enseigné une autre leçon, tout aussi brutale. Parfois, la réaction des autres après le traumatisme peut être encore plus dévastatrice que l'événement lui-même. L'invalidation, la minimisation, le gaslighting, ou les mensonges purs et simples que l'on subit peuvent faire plus de mal encore. On vous dit des choses comme « Est-ce que c'était vraiment si grave que ça ?» Ce qui vous amène à douter de vous-même, de vos propres réactions. On se demande si on n'en fait pas trop. Les gens disent des choses absurdes. Eh bien, je n'avais pas l'intention que ça se produise, comme si l'intention annulait le préjudice. Ou encore, ça n'était jamais arrivé avant. Parfois, les gens disparaissent simplement au moment où vous avez le plus besoin d'aide. Vous devenez un inconvénient. Le refus des autres de reconnaître votre souffrance ne fait qu'amplifier le sentiment d'insécurité.
Le traumatisme se grave alors encore plus profondément dans votre être. Le monde semble soudain beaucoup moins sûr. Ce qui m'a amené à ce que j'appelle mon point de rupture de la complaisance. J'ai dû voir, de manière intense et concentrée, comment ce mécanisme de survie me mettait activement en péril. Après le second événement, quelque chose s'est brisé en moi. La complaisance s'est arrêtée. Je ne suis pas sûr d'aimer cette nouvelle version de moi-même. Je la trouve un peu plus froide, un peu plus exigeante. Je me juge moi-même pour ne plus être si accommodante. Je dis non beaucoup plus souvent. Par conséquent, je suis devenue plus sélective. Je refuse des situations simplement parce que je ne me sens pas à l'aise ou en sécurité. On découvre très vite quels sont les véritables espaces et les personnes sûres. Je déteste qu'il ait fallu des expériences aussi horribles pour en arriver là. Mais comme souvent, c'est en touchant le fond qu'on trouve la force de remonter. Voir des gens me sourire poliment sans m'offrir la moindre aide, me regarder avec un air vide quand je leur racontais ce qui venait de m'arriver. Quelque chose a doucement cédé en moi. Alors, quel est le lien avec la survie aux relations narcissiques ou toxiques? Premièrement, nous ne pouvons pas attendre qu'une catastrophe nous arrive pour changer. La différence fondamentale pour moi, le moment de l'illumination, a été celui-ci. Ce n'étaient pas les premières expériences effrayantes de ma vie. J'en ai vécu d'autres, plus jeunes. Mais à l'époque, je n'avais pas la grille de lecture que j'ai aujourd'hui. Je ne comprenais pas les concepts de narcissisme, de gaslighting, d'invalidation, de dissonance cognitive. Personne ne les comprenait vraiment. Sans ce cadre pour comprendre, les traumatismes passés n'ont fait que renforcer ma réponse de complaisance. Ils ont amplifié mon autoculpabilisation. Mais aujourd'hui, armé de ces connaissances, quand le malheur frappe, on peut le voir clairement. C'est comme mettre des lunettes pour la première fois. Tout ce qui était flou devient net. Comprendre la dynamique en jeu est peut-être ce qu'il faut pour commencer à briser le cycle. Si vous êtes en train de guérir d'une relation toxique, vous recevez constamment de petits rappels de ces dynamiques. Notez-les. Rappelez-vous qu'ils existent. Entraînez-vous aux techniques de protection, le discernement, ne pas partager vos secrets, ne pas annoncer vos bonnes ou mauvaises nouvelles. Apprenez à dire non, et notez aussi ces moments-là. Dessinez les schémas. Dans mon cas, pour ces deux situations, mon corps savait. Mon corps a toujours su. Je le sentais. Mais la partie de moi qui voulait être polie, facile à vivre, celle qui voulait s'entendre avec tout le monde, a ignoré ces signaux. Elle a souri et a dit « Bien sûr, pas de problème, on va s'arranger ». C'est comme si les circonstances avaient dû venir effrayer à mort cette partie facile à vivre de moi pour enfin la faire taire. Il est intéressant de noter que dans ce cauchemar où je me suis réveillé en criant, j'ai pris conscience de ce que je hurlais dans mon sommeil. Je criais au secours, et le mot non. Un non venu des profondeurs. Peut-être que c'était ça, la fin de la complaisance pour moi. Le besoin, après toute une vie, de finalement dire non. Absolument non. Et ce non est venu d'une partie inconsciente de moi, secouée jusqu'à la moelle. Alors que je vais de l'avant, je resterai poli. J'aime les bonnes manières. Mais je serai poli en disant non. Je perdrai peut-être des gens en chemin. Je perdrai cette image de personne facile. Mais j'espère que c'est une leçon pour d'autres. Nous tous, survivants de relations toxiques, nous nous soucions trop de ce que les autres pensent de nous. C'était essentiel pour maintenir des liens, même précaires. Nous étions devenus des machines à plaire. J'espère que vous n'attendrez pas d'en arriver là où j'en suis arrivé. Faites attention aux signaux. Écoutez votre corps. Et acceptez que les autres puissent avoir leur propre version de vous, une version négative, simplement parce que vous refusez de céder. Parce que cela permet à ces personnes de maintenir leur réalité illusoire. Ce n'est pas votre responsabilité de la préserver. Trouvez votre non. Prenez votre temps. Les personnes toxiques nous enseignent souvent leur nature néfaste deux fois. D'abord en nous mettant en danger, puis en nous y laissant. C'est inconfortable d'intégrer ces vérités, mais c'est nécessaire. S'il vous plaît, faites-le. Parce que je ne l'ai pas fait,